C'est assurément le plus grand écrivain de langue russe au monde. Son roman Le Pingouin est un best-seller. Il se sent malgré tout profondément ukrainien. Jour après jour, il est descendu sur le Maïdan. Il a noté ses observations et ses impressions sur un cahier. Il en tire un journal engagé, mais intime également. Andreï Kourkov est le grand témoin de votre 64 minutes. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde, Andreï Kourkov. Alors ça commence, ce livre, le 21 novembre, journal de Maïdan et édition, on le précise, Liana Lévy, ça commence le 21 novembre. À ce moment-là, vous êtes en pleine écriture de votre nouveau roman. Vous le mettez entre parenthèses pour précisément ce journal de Maïdan. Dites-nous pourquoi. Oui, en fait, d'abord, je voulais écrire une collection des essais pour expliquer les lecteurs européens l'histoire et la réalité ukrainienne. C'était avant le Maïdan, avant les manifestations, parce que j'ai trouvé toujours que beaucoup des Européens ne comprennent pas la différence entre l'histoire ukrainienne et l'histoire russe, entre la mentalité russe et ukrainienne. Et j'avais déjà un éditeur en Autriche qui a attendu ce livre, mais le 21, j'ai compris que je ne peux pas faire ça parce que il y a des événements qui m'arrêtent. En fait, j'ai écrivé le journal pendant plus que 30 ans et j'ai proposé à mon éditeur que je vais décrire les jours par jour la vie quotidienne pendant le Maïdan, les manifestations, les rencontres, les pensées des amis. Alors on le rappelle, Andreï Kourkov, le Maïdan, c'est l'épicentre de la contestation, le bastion des opposants à l'ancien président Viktor Yanukovych. Vous habitez à 500 mètres de là, on s'en souvient, vous aviez témoigné à 2 ou 3 reprises sur notre antenne à l'époque, donc 500 mètres de cet épicentre, et vous décidez alors vous-même de vous mêler aux manifestants, vous y allez concrètement. Ah oui, mais je connais beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui, personnellement. On est en contact aussi maintenant, plutôt par Facebook, parce que les gens qui restent maintenant sur la Maïdan, c'est pas toujours les mêmes gens qui participaient dans les manifestations contre Yanukovych, ou d'abord pour l'accord avec l'Europe, qui était... L'accord d'association avec l'Union européenne, qui avait été remis en cause par le pouvoir précédent. Alors, je vous propose de voir un reportage, Andreï Kourkov. Il s'agit de ceux que l'on appelle les irréductibles du Maïdan. Ils occupent toujours la place, l'épicentre de la contestation. Germain Moyon et Laetitia Perron sont allés à leur rencontre. On regarde. Une scène déserte, des barricades en piteux état, des tentes à l'abandon. Le Maïdan, la place centrale de Kiev, devenue un symbole de la contestation en Ukraine, est méconnaissable. Nous prenons notre tente et nous partons à Donetsk pour vivre là-bas. Il n'y a aucune raison pour que cette tente reste ici. Comme Dmitro, beaucoup ont déjà rejoint l'Est pour combattre l'insurrection des séparatistes pro-russes. D'autres sont déjà rentrés chez eux, avec le sentiment du devoir accompli, le renversement du régime de Viktor Yanukovych. C'est devenu sale et moche. Ce n'est pas agréable de se promener sur Kretchatik comme touriste. Le matin, quand je vais au travail, je vois tous ces gens ivres qui ont probablement bu toute la nuit et qui lavent leur linge. C'est pas bien. Après 3 mois de contestation achevée en bain de sang, faisant plus de 100 morts en début d'année, la place est devenue un véritable lieu de pèlerinage. Le Maïdan est aussi devenu un symbole du pouvoir du peuple face aux autorités. Et beaucoup estiment que toutes leurs revendications n'ont pas encore été remplies. Nous voulons complètement changer le système, mettre fin à la corruption, changer le pouvoir dans son ensemble, donner plus de pouvoir aux régions. C'est pour tout cela que nous sommes venus. Maintenant, Klitschko affirme que nous étions venus seulement pour renverser le régime de Yanukovych et qu'ils n'ont donc plus besoin de nous. Je dis non. Réaménager les lieux, transformer les allées en musées, les idées fusent sur l'avenir de cette place devenue mythique. Une seule chose est sûre, la question sera une priorité des nouvelles autorités qui ont accédé au pouvoir grâce au Maïdan. Andreï Kourkov, le romancier ukrainien de langue russe, grand témoin de votre 64 minutes avec ce journal de Maïdan. Alors on a entendu ce manifestant qui dit « Nous n'avons pas encore obtenu gain de cause ». Le maire de la ville, l'ancien boxeur Vitali Klitschko, dit lui « Vous avez obtenu ce que vous vouliez, il faut arrêter ». Comment vous situez-vous par rapport à ces deux positions ? Oui, en fait, je suis d'accord avec Vitali Klitschko. Je crois qu'il faut être plus actif dans la vie politique que sur le Maïdan maintenant, parce que être présent sur le Maïdan, c'est seulement être pas esclave des mémoires, mais c'est être le combattant de la guerre qui est finie. Maintenant, il faut être plus actif, plus dynamique, et si tu veux être engagé dans le combat politique contre la corruption, comme il le dit, le combat contre la corruption, il y a 180
24 partis politiques qu'on peut rejoindre. Ouais. Il y a beaucoup des organisations, des NGO, ouais. Des associations contre corruption, du comité pour l'illustration. Il y a beaucoup de places, beaucoup de vacances pour les bénévoles. Oui. Alors pendant ce temps, pendant les événements de Maïdan, la vie continue. Voici ce que l'on peut lire dans votre journal. Le monde semble devenu fou depuis ce matin. À Alchevsk, une eau bleue coulait des robinets. Un touriste suisse est entré en Géorgie, juché sur le dos d'un chameau. La France, elle, connaît de fortes chutes de neige, si bien qu'une partie du pays se trouve privée d'électricité. Et vous dites aussi, chez nous, tout est plus simple et plus triste. Nous voilà à nouveau privés d'avenir. Oui, mais c'était le 21 novembre. Aujourd'hui, c'est une situation différente. On a espoir, encore une fois, d'avoir un avenir européen. Et bien sûr, il y a beaucoup de problèmes encore. Il y a le conflit militaire dans l'Est, mais je crois, en fait, l'Ukraine a réussi passer une étape. Oui, passer l'étape tragique et c'est maintenant de reconstruire la vie normale. À l'Est, pourtant, vous le disiez, Andrei Kourkov, il y a toujours des combats. Si vous deviez faire un appel aujourd'hui, quel serait-il, et aux forces gouvernementales et aux nouveaux pouvoirs en place, et aux opposants dans l'Est du pays? Oui, la raison pour ce combat, c'est la propagande russe. Et pour le pouvoir ukrainien, il faut comprendre qu'il faut organiser une contre-propagande. Il faut être très efficace pour parler aux gens qui habitent là. Les gens à Donbass ont peur de Kiev grâce à la télévision russe. Et il faut combattre avec ce peur, montrer qu'en fait, Kiev a besoin de paix, Ukraine a besoin de paix, de stabilité. Alors, vous n'êtes pas allé seulement sur la place Maïdan, on s'en souvient, vous êtes allé en Crimée également, région aujourd'hui rattachée à la Russie. Vous racontez le glissement de votre pays vers le chaos. Est-ce que vous sentiez à ce moment-là précis la dislocation de l'Ukraine quand vous étiez en Crimée? Oui, à propos de la Crimée, oui, c'est un drame et je ne crois pas que ça sera resté comme aujourd'hui. En fait, c'est la trompe psychologique des Ukrainiens partout, d'Odessa jusqu'à Oujgorod, jusqu'à Soumy. Et bien sûr, si Crimée reste occupée par la Russie, la trauma psychologique reste aussi. C'est-à-dire que les relations entre les Russes et les Ukrainiens ne seront pas apaisées. Oui. Alors, vous avez notamment dégusté, je découvre des tcheboureki, ce sont des chaussons à la viande, spécialité justement des Tatars de Crimée, qui sont de confession musulmane. Vous fêtez également dans le livre l'anniversaire de votre fils, vous jouez au paintball, vous allez aussi au sauna avec votre ami mécanicien. Pourquoi avoir raconté ces tranches de vie, ces scènes de vie? Oui, en fait, la vie quotidienne est banale. C'est les choses qui ne sont pas importantes si la routine n'est pas interrompue. S'il y a le danger que la routine, la vie quotidienne va changer et va devenir plus dramatique, on comprend que ces petites choses, ces petits événements, les rencontres avec des amis, le sauna, les fêtes avec des enfants, il faut les apprécier parce que c'est la vie, c'est petits puzzles de la vie. La révolte, elle est partout, au fond, c'est ce qu'on retient dans votre livre, mais la vie continue. La vie continue, bien sûr, oui. Alors, à la fin de votre journal de Maïdan, vous évoquez la présidentielle et pour cause, je crois que votre fils a passé ses examens une semaine après, le 25 mai. Alors, à ce moment-là, vous dites, je ne sais pas si le scrutin aura lieu. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juin. Il a bien eu lieu, ce scrutin. J'ai deux questions à vous poser, Andrei Kourkov. Votre fils a-t-il réussi ses examens? Et selon vous, cette présidentielle fait-elle avancer les choses? Oui, mon fils Théo a passé le premier examen hier. D'accord. Tout marche, tout va bien. Et je suis très heureux avec les élections présidentielles. Tout d'abord parce qu'on a eu les élections et la chose très important qu'on a reçu le président après le premier tour, c'est-à-dire que Petro Poroshenko, c'est le président d'Ukraine légitime maintenant, c'est notre roi des chocolats. Bien sûr, il doit maintenant vendre les fabriques de chocolat et à cause de ça, peut-être la marque de chocolat Rochen, peut-être la qualité va tomber, mais j'espère que la qualité d'avenir d'Ukraine va rester. Sauf que Andrei Kourkov, c'est à nouveau
un oligarque, un milliardaire qui est aussi controversé. On a le sentiment que l'histoire se répète. Vous parliez tout à l'heure de la révolution orange, hors antenne, entre vous et moi. Quel est le fond du problème dans ce pays? Il y a beaucoup de problèmes. Le problème principal, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de politiciens professionnels. Tous les politiciens sont les oligarques, les hommes des affaires ou parfois les gens avec les connexions criminelles. Oui. Parfois, les politiciens vrais, très sincères, mais avec pas beaucoup de confiance, pas beaucoup de... Et vous, non, ça ne vous intéresse pas, la société civile? Est-ce que vous pourriez un jour être amené à mêler l'écriture et le politique, non? Moi, non. Mais je connais beaucoup des politiciens jeunes qui ont 25, 30, 35 ans, qui sont très honnêtes, qui ne sont pas oligarques, qui ne sont pas les hommes des affaires, qui essaient depuis 2004, depuis la Révolution orange, améliorer la vie, améliorer la situation en Ukraine. Et je suis sûr que chaque année, avec chaque an, on va avoir plus en plus des personnages comme ça dans la politique ukrainienne. Alors, quand vous avez commencé ce journal de Maïdan, est-ce que vous vous imaginiez que les choses allaient virer ainsi, que ça allait devenir aussi grave? Non, jamais. En fait, j'ai relu le texte et j'ai observé que presque chaque fois, en essayant de prévoir les situations, je n'avais pas la raison. Je faisais des fautes, mais j'ai jamais pensé que la vie, la situation va aggraver comme ça jusqu'à le conflit militaire. Alors, ne pas connaître la fin de l'histoire avec un grand H, est-ce que ce n'est pas déstabilisant pour vous qui êtes romancier? C'est déstabilisant, bien sûr, parce que j'ai interrompu le travail sur le roman et maintenant, depuis 2 mois, j'essaie de recommencer le travail sur mon prochain roman, mais maintenant, c'est très difficile de penser de fiction. La vie réelle est beaucoup plus forte et je crois que c'était impossible d'inventer pour un écrivain les événements d'aujourd'hui en Ukraine. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous pose le plus en France? Vous avez aussi un pied de ce côté-ci en France. Est-ce qu'il y a une question que les gens vous posent beaucoup, en quelques mots? Normalement, c'est pourquoi je suis un écrivain ukrainien, mais j'écris en russe. Voilà, c'est ça. On s'en doutait. Merci à vous, Andrei Kourkov. Ce sera la conclusion. Le journal de Maïdan, édition Liana Lévy. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur TV5 Monde, après donc avoir vécu de près les événements de Maïdan.